Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Jeudis du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est un cycle de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'aborder les thématiques cœur de métier de nos établissements. Ce soir, nous allons créer notre webinaire aux AVS, aux assistants de vie scolaire, qui sont amenés à accompagner certains de nos élèves en situation de handicap au sein de nos établissements. Les AVS sont membres à part entière de l'équipe éducative et notre webinaire aujourd'hui va plus particulièrement préciser leur rôle, leur place et leur mission au sein des établissements et au sein des équipes. Pour en parler, nous accueillons Laure Duret, l'une des animatrices du Réseau national handicap auprès de la DGER. Et Damien Blanchard devait être avec nous. Alors, il est bien là, mais suite à un problème de connexion, il sera bien présent au niveau du chat notamment. Et il apportera des précisions tout au long du webinaire également. Avant de donner la parole à Laure, je vous rappelle que vous pouvez justement interagir dans le chat en posant vos questions, en faisant part de nos commentaires. Et comme à notre habitude, nous réserverons un temps dédié à l'issue de la présentation de Laure. Donc Laure, je te laisse activer le PowerPoint et je vais te permettre de le faire. Il suffit que tu cliques une fois dessus. Voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Là, voilà, c'est parfait. À toi la parole, Laure. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Laure Duret, l'animatrice du Réseau national handicap pour la DGER. Nous sommes deux animatrices de réseau, puisqu'il y a ma collègue Clarisse Rigaud qui m'accompagne aussi sur cette mission. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des auxiliaires de vie scolaire et nous allions en fait cibler notre propos non pas sur le cadre, je dirais, ressources humaines, mais vraiment sur le cadre du geste métier. En fait, voilà, ça va concerner uniquement le geste métier. Vous aurez à votre disposition le PowerPoint que Maud vous transférera à la fin de ce webinaire. Eh bien, voilà, nous allons donc commencer. Alors, donc, les auxiliaires de vie scolaire sont leur rôle, leur mission et leur place au sein de l'équipe éducative. Alors, nous allons commencer rapidement par définir le cadre réglementaire qui définit ces missions. Ce cadre réglementaire, il est défini par une note de service qui est la note de service du 25 janvier 2022. Voilà. Alors, pour les missions, d'une part, elles sont de deux ordres. Soit les AVS sont, on dit, elles accompagnent l'aide individuelle, soit elles sont en aide mutualisée. Donc, dans les deux cas, de toute façon, il faut une notification de la MDPH. Et la MDPH donc spécifie aide individuelle ou aide mutualisée. La seule différence entre les deux missions sur la notification de la MDPH, c'est que la quotité horaire est déterminée par la MDPH quand il s'agit d'une aide individuelle. Donc, on note aide individuelle tant d'heures par semaine, alors que cette quotité horaire n'est pas définie par la MDPH quand il s'agit d'une aide mutualisée et que cette quotité horaire sera déterminée par une concertation entre l'équipe éducative et le chef d'établissement. Alors, hiérarchiquement, les personnels, donc les AVS, sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement et de son adjoint, auquel ils rendent compte de leurs activités. Statutairement, l'AVS est un membre de l'équipe pédagogique. Il ne dépend pas du pôle vie scolaire. Et ça, c'est très, très important de le signaler parce que souvent, les AVS sont souvent coordonnés par le responsable de la vie scolaire, par exemple. Et du coup, ça met, je dirais, une confusion sur leurs activités, sur le rôle qu'elles peuvent avoir dans les équipes pédagogiques. Elles font vraiment partie de l'équipe pédagogique et non pas du pôle vie scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent travailler en priorité avec les enseignants qui sont responsables de la séquence de formation.
Alors, elles exercent leur mission sur tous les lieux de scolarité, c'est-à-dire sur tous les lieux scolaires dans leur ensemble, aussi bien le réfectoire, l'internat, la salle de permanence, la cour de récréation, etc., mais aussi sur les lieux extérieurs à l'école où s'exercent des séances d'enseignement, par exemple lors d'une visite d'entreprise, dans la visite d'un lieu culturel, sur une sortie, etc. Elles peuvent aussi exercer leur mission sur des lieux extérieurs à l'école où vont aussi s'exercer une situation scolaire, une situation d'enseignement, par exemple sur les lieux de stage, puisqu'il y a nos élèves font des stages en entreprise, donc elles peuvent accompagner les élèves sur le stage en entreprise, à condition que leur présence sur ce stage ait été discutée en ESS et que les modalités aussi de leur accompagnement sur ce lieu de stage aient aussi été discutées en ESS ou du moins en équipe pédagogique. Elles interviennent forcément dans la salle de classe, elles interviennent aussi sur les lieux d'examen, c'est-à-dire en CCF ou en épreuve ponctuelle terminale, où l'AVS accompagne l'élève qu'il suit si et seulement si la notification d'aménagement aux examens le stipule, ou alors elles peuvent aussi suivre effectivement et accompagner d'autres élèves. Alors par contre, la règle, c'est que l'AVS n'intervient jamais au domicile de l'élève et que de manière générale, la présence de l'AVS, où qu'elle soit, que ce soit sur une visite, un voyage scolaire, sur l'atelier technologique, sur un TD, etc., la présence de l'AVS ne se justifie que lorsque la restriction d'autonomie de l'élève constitue un obstacle à sa participation à la séquence de formation. Donc, quel que soit le lieu, sa présence effectivement doit être discutée en équipe pour savoir s'il est nécessaire que l'AVS soit là ou pas. Alors, quelles sont les activités? L'AVS contribue à la mise en œuvre du PPS dont il est un acteur essentiel. C'est-à-dire que ces activités se déclinent en fonction des besoins de l'élève accompagné en 3 domaines d'activité qui sont définis d'ailleurs par la notification de la MDPH qui va noter si l'AVS va accompagner le jeune dans les actes de la vie quotidienne ou s'il va accompagner le jeune dans les actes dans l'accès aux activités d'apprentissage ou s'il va accompagner le jeune dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Ça peut être 1, 2, 3 domaines d'activité suivant les besoins du jeune. Mais ça, c'est bien inscrit aussi sur la notification de la MDPH. Alors, si on revient plus spécifiquement sur les activités des AVS, qu'est-ce que ça veut dire participer? Pardon, j'ai été un peu trop vite, je reviens en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire participer à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation? Ça veut dire que l'accompagnant, donc l'AVS, doit tout d'abord s'approprier les objectifs définis par le PPS. Donc pour cela, il doit prendre connaissance du PPS ou du GEVASCO précédent. Donc la première chose à leur donner à ces AVS, c'est bien un exemplaire du GEVASCO précédent, de manière à ce qu'ils puissent s'approprier les objectifs qui sont définis dans le PPS, donc ils s'approprient les instructions qui sont données via ce document-là. Alors, il faut faire attention à la confidentialité de certaines informations qui sont contenues dans le document. Les AVS ont, comme tout personnel, obligation de réserve et de discrétion professionnelle, donc bien leur indiquer que le contenu de ce document est à partager en équipe, mais pas en dehors du lycée. En tant que membre, décidément, de l'équipe de suivi de scolarisation, l'AVS participe aussi à la préparation de l'ESS en collaboration avec l'équipe éducative de l'élève, c'est-à-dire qu'avant la tenue de l'ESF, elle fait le point avec l'équipe éducative sur les difficultés du jeune, sur ses progrès, etc. Et il rend compte à ce moment-là de toutes les informations susceptibles de participer à l'évaluation des besoins du jeune. Donc les éventuels décalages, par exemple, entre les besoins exprimés et les réalités du quotidien, l'évolution du jeune, quant au développement de son autonomie, les progrès réalisés, etc. Bien entendu, il assiste à la réunion de l'ESS et il donne son avis comme n'importe quel membre de l'ESS. Sa voix doit être entendue de la même façon que la voix du professeur principal, par exemple, ou la voix d'un enseignant.
En tant que membre de l'équipe éducative, il participe aussi aux réunions de l'équipe éducative de la classe du jeune qui l'accompagne, ainsi qu'aux réunions des équipes éducatives en général, donc tout ce qui est réunion de rentrée, temps de concertation entre enseignants, conseil de classe, etc. Il doit y être invité comme n'importe quel membre de l'équipe pédagogique. Sous couvert et avec l'accord du chef d'établissement et du professeur principal, il établit des relations de coopération avec les différents acteurs, donc enseignants, personnel vie scolaire, professionnels paramédicaux, médico-éducatifs ou autres, qui interviennent dans la prise en charge du jeune et échangent avec eux des informations sur les points marquants de la vie quotidienne de l'élève. Ces échanges ont pour but, justement, d'accentuer sa connaissance du jeune ou de faire partager des remarques qui vont permettre aussi à ces différents acteurs de réajuster, pourquoi pas, leur suivi et leur accompagnement. Enfin, il établit et il veille à préserver avec le jeune une relation de confiance, puisqu'il va être amené à travailler avec, et donc c'est important qu'il établisse avec lui une relation de confiance. Toutes les heures dédiées à ces activités, qui ne sont pas des heures d'accompagnement à proprement parler, participation à l'ESS, au conseil de classe, etc., doivent être quantifiées et intégrées au temps de travail de l'accompagnant. Ça fait partie de son temps de travail et ça doit être quantifié en tant que tel. Alors, parmi les 3 domaines d'activité, d'action des AVS. Donc, on a dit que le premier, c'était l'accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire, c'est assez rare dans nos établissements. C'est pour des élèves qui pourraient avoir des difficultés de moteur ou des troubles sensoriels. Et donc, ça concerne tout ce qui est accompagnement au déplacement, installation au poste de travail, passage aux toilettes, aide à la restauration scolaire, soins d'hygiène, etc. Voilà, en général, je vous dis, c'est quand même assez rare dans nos établissements, mais ça peut arriver. Deuxième domaine d'activité possible, là, qui sont beaucoup plus présents, accompagner les élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Là, l'AVS aura donc pour mission d'améliorer la socialisation de l'élève et de favoriser sa participation à la vie et à la communauté scolaire. Donc, c'est tout ce qui est favoriser la mise en confiance de l'élève, la communication et les interactions avec les autres élèves, avec les enseignants, sensibiliser aussi l'environnement de l'élève et prévenir tout ce qui est situation de crise, d'isolement, de conflit, tout ce qui est aide à l'appropriation des codes sociaux et de communication, par exemple. Et le troisième domaine d'activité, le PowerPoint, il va aller plus vite que moi, c'est ce qui concerne l'accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage. Ça, en général, c'est la grosse majorité des domaines d'activité qui sont confiés aux AVS dans nos établissements. C'est tout ce qui est assistance méthodologique, c'est-à-dire c'est tout ce qui est aide à la réalisation d'activités scolaires conduites par l'enseignant. Donc ça, c'est bien une activité qui se fait toujours en relation avec l'enseignant. L'AVS aussi peut, dans ce cas-là, participer à des activités pour aider le jeune, par exemple, à tout ce qui est travail personnel. De manière générale, l'AVS n'est pas un enseignant bis, c'est-à-dire son rôle, c'est pas de favoriser l'accès au savoir disciplinaire. Ça, c'est le rôle de l'enseignant, la transmission des savoirs et des savoir-faire disciplinaires. Mais ses missions, c'est plutôt de se concentrer autour de l'acquisition de méthodes de travail. Sa mission, ça concerne davantage l'apprendre à apprendre, la méthodologie. Donc, on n'est vraiment pas dans la transmission de savoir et de savoir-faire disciplinaire, mais on est plutôt dans la transmission de méthodologie. De manière générale, l'accompagnement de l'AVS par l'AVS s'effectue donc en classe, forcément. Dans ce cas, l'AVS assiste l'enseignant dont il est tenu de suivre les consignes, donc sans pour autant se substituer à lui, puisque il ne doit pas faire des tâches qui sont réservées aux enseignants, c'est-à-dire il ne conduit pas une séance de formation. Il peut intervenir aussi ou sur des temps où l'AVS sera seul avec le jeune qui l'accompagne, dans des séances par exemple d'aide aux devoirs, d'aide au travail personnel,
d'aide au rangement des cahiers, de classeurs, d'aide à l'organisation, etc. Mais ces temps où l'AVS accompagne l'élève seul, ce sont des temps aussi qu'il faudra inscrire sur le DT de l'AVS et aussi sur le DT de l'élève. Donc, de manière générale, de toute façon, on inscrit tous les temps où l'AVS intervient sur un emploi du temps, sur un emploi du temps qui lui est propre et sur un emploi du temps qui concerne l'élève en particulier. De manière générale, encore, l'action des AVS vient toujours en complément des adaptations et des aménagements qui sont mis en œuvre par l'enseignant et l'équipe éducative dans son ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a une AVS que les enseignants ne doivent pas adapter leur support de formation ou leurs cours. Donc, ils doivent aussi faire ce travail d'adaptation. L'AVS ne vient qu'en complément à tout ça. Les interventions des enseignants et de l'équipe éducative en général et des AVS sont coordonnées et complémentaires et l'accompagnement doit être discuté avec l'ensemble des acteurs, enseignants, équipe éducative en général, la famille, le jeune lui-même, sous couvert bien sûr du chef d'établissement. Alors, les autres activités possibles pour les AVS, puisque l'AVS peut aussi également participer à des activités qui sont liées à la mise en œuvre d'une politique éducative inclusive au sein d'un établissement. C'est-à-dire que là, ça va au-delà de l'accompagnement du jeune qu'elles assistent, mais elles peuvent aussi avoir d'autres activités au niveau de l'établissement. Par contre, le jeune qu'elles suivent est leur priorité. C'est-à-dire que ces autres activités possibles, l'AVS peut les réaliser à condition que ce ne soit pas au détriment du jeune qui l'accompagne. Donc, par exemple, il peut participer à des ateliers d'accompagnement destinés à des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais qui n'ont pas forcément d'AVS. Donc, pourquoi pas animer des séances de méthodologie, de préparation à l'utilisation des aménagements obtenus, par exemple, pour les préparer à utiliser des aménagements aux examens. Il peut encadrer plusieurs élèves sur des séances d'aide aux devoirs, avec l'accord du chef d'établissement, bien entendu. Voilà. Il peut aussi assurer des fonctions de secrétaire, lecteur, scripteur, assistant sur des temps de CCF pour des élèves dont il n'a pas la charge. Mais dans tous les cas, et je répète, ces activités ne doivent pas impacter sa mission prioritaire, qui est l'accompagnement de l'élève dont il est en charge de suivi et pour lequel il y a eu une notification de la MDPH. Bien entendu, si l'AVS participe à ces autres activités, alors elles doivent être aussi inscrites dans son emploi du temps et quantifiées, puisque là encore, ça fait partie de son temps de travail. Alors, le rôle des AVS. L'AVS intervient pour permettre à l'élève qu'il suit d'accomplir les gestes qu'il ne peut pas faire tout seul. Donc, il travaille en collaboration avec l'équipe éducative et pédagogique, facilite le contact avec le jeune, ses camarades de classe et le reste de la communauté éducative, tout en veillant à l'encourager dans ses progrès et son autonomie. Son rôle contribue à favoriser l'autonomie de l'élève. Donc, l'AVS, il a ce but-là, c'est de favoriser son autonomie. On dit toujours que si l'accompagnement par un AVS est fait correctement et qu'effectivement, il a favorisé l'autonomie de l'élève, ça veut dire qu'à un moment donné, l'élève n'aura plus besoin d'AVS. L'AVS est un accompagnant, voilà. Donc, il y a eu au niveau de la loi un petit glissement sémantique, c'est que avant la loi de 2005, on parlait de prise en charge du handicap. Maintenant, on parle d'accompagnement du handicap. Alors, et du coup, on parle d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. C'est pas anodin, ce glissement sémantique. Ça vient aussi en relation avec l'intitulé de la loi qui est pour l'autonomie et la participation des personnes handicapées. C'est-à-dire que la personne handicapée n'est plus considérée comme l'objet d'une prise en charge, mais plutôt comme un sujet accompagné, c'est-à-dire un citoyen qui va être libre d'exprimer ses droits, ses désirs et d'être à l'origine de ses choix et des initiatives le concernant. Donc, si on regarde d'ailleurs l'étymologie du mot « accompagner », on voit que « accompagner » est fait à partir de 3 mots latins. Donc « ac » qui est un préfixe qui marque une direction vers laquelle on se projette et qui peut donner l'idée d'un objectif à atteindre.
cum qui veut dire en latin avec, et non pas avec, voilà. Et panier qui en latin voulait dire le pain. Alors il faut prendre l'idée de pain un peu dans sa valeur judéo-chrétienne, c'est-à-dire sa valeur de partage, d'empathie et non pas de sympathie. Puisque empathie, c'est vraiment aller vers l'autre pour essayer de le comprendre, mais non pas se projeter dans lui. Donc là, il y a l'idée d'accompagnement, c'est bien de construire quelque chose avec l'autre pour aller vers un objectif précis. Accompagner, ce n'est pas décider, agir, assumer à la place de l'autre ou de faire à la place d'eux, mais c'est bien aider l'autre à décider, aider l'autre à agir, aider l'autre à s'assider, à s'assumer, favoriser son engagement, sa responsabilité. Accompagner l'autre en tant que sujet, ça revient à l'appréhender en tant que personne singulière, personne qui se construit, qui se projette, qui agit et qui s'assume dans un environnement donné. Donc, accompagner, c'est bien une démarche qui vise à aider une personne à cheminer, à se construire et à atteindre ses buts. Voilà. Donc, le but de l'action de l'AVS, c'est de faire en sorte que l'élève puisse entrer dans les apprentissages et d'acquérir les mêmes savoirs et les mêmes savoir-faire que les autres les élèves avec les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à viser les objectifs du diplôme. C'est-à-dire qu'on est toujours, l'objectif, c'est qu'il atteigne les objectifs qui sont visés par le diplôme, mais avec des moyens différents. Donc, il ne s'agit pas de baisser le niveau d'exigence à atteindre. Il ne s'agit pas non plus de simplifier la tâche à accomplir, il s'agit plutôt d'accomplir la tâche, mais d'une autre façon. Alors, quelle place pour l'AVS dans l'équipe? Donc, l'AVS, déjà, ça collabore avec l'équipe pédagogique et l'enseignant, responsable de la séquence de formation. Ça, c'est essentiel. C'est la collaboration avec l'équipe pédagogique et l'enseignant, c'est la plus grosse partie de son travail. Et donc, il est souhaitable que le périmètre d'action de l'AVS soit le plus détaillé possible dans le PPS, parce que ça va donner ainsi une feuille de route pour l'enseignant et l'AVS. La concertation avec l'équipe enseignante est essentielle. La concertation qui ne doit pas se limiter simplement aux aspects affectifs, c'est-à-dire il va bien, il a progressé, etc., mais qui doit aussi aborder des objectifs d'apprentissage et le savoir aborder dans le cours. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais aborder telle notion, je voudrais que tu sois en appui pour tel exercice, que tu fasses tel geste professionnel, etc., etc. Donc, l'enseignant doit être très précis sur ce qui est attendu en termes d'accompagnement de l'élève. L'AVS va être ainsi un médiateur entre l'enseignant et le savoir dispensé. Donc, si on regarde un petit peu les missions de chacun pour que chacun reste dans son rôle, l'enseignant est responsable du contenu pédagogique, des adaptations si nécessaires de ses supports de cours, de sa façon de faire cours et tout, des méthodes de travail, de l'organisation de sa séance de cours. Il cadre avec l'AVS les objectifs de la séance, ce qu'il est nécessaire que l'élève sache faire. Il donne des consignes claires à l'AVS en début de séance. L'accompagnant, donc l'AVS, lui, va guider l'élève en fonction des attentes et des directives de l'enseignant. Il va être force de proposition et de suggestion afin d'améliorer l'accompagnement, mais il n'intervient absolument pas sur le contenu pédagogique de la séance. En termes d'évaluation, l'enseignant évalue le travail de l'élève et ses progrès scolaires, c'est-à-dire il va évaluer s'il a acquis les compétences nécessaires pour avoir le diplôme, par exemple. L'accompagnant, lui, il rend compte de ses observations à propos de l'élève à l'enseignant concerné et de l'équipe en entier, des difficultés du jeune en matière d'acquisition de l'autonomie face à une tâche et à des activités scolaires. Mais il ne rend pas compte des progrès disciplinaires du jeune. Donc, il n'est pas en mesure de dire s'il a atteint les capacités requises pour l'obtention d'un diplôme, par exemple. Au niveau du rôle, le prof, l'enseignant, est responsable de la transmission des savoirs et des savoir-faire disciplinaires. Il ne dégage pas sa responsabilité pédagogique sur l'AVS. L'AVS, quant à lui, ne se substitue pas à l'enseignant. Il n'est pas là pour réexpliquer une notion mal comprise, mais par contre, il peut encourager l'élève à solliciter l'enseignant si celui-ci n'a pas compris.
En réunion d'équipe, l'enseignant propose des moments de concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique pour faire le point sur le travail de l'élève et sur son comportement. Et à ce moment-là, l'AVS observe et rend compte des éventuels décalages entre les besoins estimés de l'élève et de la réalité. Il peut donner son avis sur les adaptations qui manquent de cohérence, par exemple, avec des besoins du jeune. Le regard de l'AVS doit être une aide précieuse pour l'évaluation et la réévaluation des besoins du jeune, mais pas pour ses progrès disciplinaires. Avec l'élève accompagné. Le but de l'action de l'AVS est de lui redonner confiance, de valoriser ses réussites, mais ça ne veut pas dire à applaudir non plus à chaque fois, hein, mais on est là vraiment sur travailler l'estime de soi. La présence de l'AVS doit être transitoire pour faciliter l'intégration de l'élève au sein de la classe, pour l'aider à prendre des repères, établir des relations avec ses camarades. Il ne s'agit pas de surprotéger le jeune, mais de veiller à sa sécurité autant physique qu'affective. L'AVS réagit de manière adaptée à des situations d'urgence et de conflit comme n'importe quel adulte de la communauté éducative, par une attitude constructive, mais aussi en avertissant les responsables concernés, c'est-à-dire l'enseignant de la classe, si par exemple l'élève a été harcelé, agressé, etc., le chef d'établissement, l'enseignant référent, mais jamais directement les parents. Ce n'est pas à lui de faire l'information aux parents directement. Alors, point de vigilance dans la relation AVS avec le jeune qui l'accompagne. Il faut veiller à ne pas risquer de développer une relation fusionnelle et de dépendance avec l'élève accompagné, parce que sinon l'élève ne fournira plus d'efforts indispensables pour tout apprentissage habitué à ce que l'AVS le fasse à sa place. L'enseignant ne jouera plus son rôle d'enseignant et n'engagera plus d'efforts d'aménagement et d'adaptation si l'AVS fait tout à sa place. L'AVS risque de faire aussi écran entre le jeune et les autres élèves, entre les jeunes et l'équipe éducative, et du coup de couper le jeune de ses relations sociales. L'AVS aussi peut endosser ou jouer des rôles contradictoires et non pertinents. Il peut être à la fois parent, meilleur ami, frère ou sœur ou psychologue, et ça, c'est pas bon du tout. L'AVS doit rester un accompagnant, c'est tout. Et le jeune accompagné peut aussi avoir une attitude tyrannique et être exigeant par rapport à son AVS. Et l'AVS, dans ce cas-là, doit savoir faire la part des choses et lui dire non, ça, tu peux le faire seul, je ne le ferai pas à ta place, ou ça, c'est pas mon rôle, etc. Donc, bien mettre justement les barrières là où il faut et séparer le personnel du professionnel. La relation avec la famille. La place de l'AVS n'est pas d'être en contact étroit avec les parents. Elle peut avoir des contacts avec les parents, c'est même bien qu'elle ait des contacts avec les parents, qu'elle soit présentée à la famille, au moins au début du parcours de formation du jeune. Voilà, mais sinon, à chaque fois qu'elle entre en contact avec la famille, elle le fait toujours via le chef d'établissement ou via le professeur principal de l'élève. Donc, elle n'intervient auprès de l'enfant et de sa famille qu'au regard des besoins qui ont été exprimés et non au regard de ce qu'il pense être bien pour l'enfant. En plus, de manière générale, il ne rencontre jamais la famille seule, toujours en présence du professeur principal ou du chef d'établissement ou d'un professeur, et son discours doit se tenir au strict cadre de ses fonctions. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être non plus un espion de la famille et raconter, je ne sais pas moi, que le jeune a fait une bêtise avec tel ou tel camarade, par exemple. Il faut veiller aussi à respecter l'intimité du jeune, surtout qu'il est adolescent et que dans une situation scolaire, et quand il est à l'école, en fait, c'est son espace de liberté. On peut faire des choses en situation scolaire qu'on ne fera pas chez soi et dont on n'a pas forcément envie que les parents soient au courant. La relation avec les professionnels paramédicaux ou médicaux qui suivent le jeune, alors là c'est pareil, l'AVS peut être en contact avec les professionnels qui suivent le jeune, pourquoi pas, mais c'est pas un spécialiste du handicap, c'est pas son rôle et c'est pas son devenir. Sa mission, c'est pas d'être spécialiste du handicap, c'est d'être spécialiste de l'accompagnement, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et il peut effectivement rencontrer les professionnels qui suivent le jeune, mais toujours en présence du professeur principal et du chef d'établissement, avec l'autorisation de la famille. De plus, l'AVS n'a pas forcément connaissance de la pathologie du jeune et ce n'est pas une obligation.
de la part de la famille de lui délivrer cette information. La seule chose qui doit de toute façon le préoccuper, ce sont les besoins du jeune. S'il rencontre des professionnels, il veille à ne divulguer que les informations nécessaires à l'accompagnement du jeune et rien d'autre. Alors, pour terminer, je vous mets un lien vers l'Accesslab, qui est une plateforme de ressources qui est pilotée par l'ENSFEA, sur lequel vous avez un onglet spécifique ressources du production du réseau national handicap. Et dans cet onglet sur les ressources du production du réseau national handicap, vous avez un onglet auxiliaire de vie scolaire sur lequel vous trouvez 2 fiches, un guide d'activité pour les AVS qui les aide justement, qui peut les aider à définir quel type d'activité elles peuvent mener avec les jeunes, quelles actions elles peuvent engager avec les jeunes. Vous avez une fiche qui s'appelle Rôle de l'AVS accompagné qui propose aussi un questionnaire, une grille d'observation pour les premiers temps où l'AVS rencontre son jeune pour essayer de définir un peu quels sont ses besoins. Et prochainement, il y aura deux fiches supplémentaires sur de l'échange de pratiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous avez ma boîte mail si vous avez des questions à poser. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Laure. Alors, il y a quelques questions, quelques remarques qui ont été écrites dans le chat tout au long de ta présentation. Donc, je rappelle que la présentation de Laure était volontairement très complète, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et que toutes les personnes inscrites au webinaire recevront ce support de présentation. Donc, vous pourrez le regarder à tête reposée. Alors, je vous propose de prendre les différentes questions et ou remarques, sachant que Damien a pu réagir à certaines. Une première remarque de Maude qui nous dit que c'est complexe de faire participer les AVS au conseil de classe quand ces AVS n'ont qu'un élève en charge dans une classe. Et du coup, Damien rebondit en disant « Est-ce qu'il y a des modalités privilégiées pour favoriser les échanges entre les AVS et les enseignants en dehors des conseils de classe ?» Alors, c'est sûr que c'est complexe, c'est d'autant plus qu'effectivement, on ne va pas les faire peut-être rester sur tout le conseil de classe, mais dans ces cas-là, on peut imaginer, par exemple, de faire passer l'élève qu'elles accompagnent en premier, comme ça, après, elles sont libérées, ou de les faire participer quand même au conseil de classe sans être forcément présentes, mais en laissant un mot avec une appréciation au professeur principal de la classe. De toute façon, en fait, l'idée, c'est que surtout si les AVS demandent à assister au conseil de classe, il ne faut surtout pas les empêcher de venir, quoi, en fait. Voilà, parce que souvent, les retours que j'ai, moi, d'AVS sur le terrain, c'est on ne m'a pas invité au conseil de classe, ou quand j'ai demandé à y assister, on m'a dit non. Donc là, voilà, c'était pour préciser qu'elles ont leur place au conseil de classe, et que donc, il faut les accueillir au conseil de classe et penser à les inviter. D'accord. Une remarque de Pascal qui nous dit « Mes contrats ne sont que des CDD de 9 mois, d'octobre à juin. Elle est donc privée de toutes les réunions d'intégration de septembre et cela la gêne énormément dans son accompagnement. » Est-ce que sur ce point-là, on est plus sur le domaine du juridique et du contrat? Donc on a dit qu'on ne l'abordait pas parce que je sais que c'est toujours en cours au ministère, mais c'est une des nombreuses remontées qui a été faite de toute façon. Voilà, ça, je comprends la préoccupation de cette AVS. Effectivement, c'est très dommageable qu'elle ne puisse pas assister aux réunions de rentrée ou aux réunions de fin, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Oui, puis ils font partie de l'équipe, donc c'est vrai que c'est dommageable. Voilà, donc chef d'établissement, pensez à agrandir les contrats. Une question de Christelle. Que fait l'AVS lorsque l'élève ou les élèves qu'elle suit sont absents? A-t-elle le droit, par exemple, de faire du travail de secrétariat? Alors non, voilà, c'est très clair. Quand les élèves sont absents, vous pouvez, en tant qu'AVS, faire les autres activités que je citais, justement, voilà, méthodologie, accompagnement à l'aide aux devoirs ou des choses comme ça, mais vous ne pouvez faire que des activités qui sont en relation avec l'animation de politiques éducatives inclusives au sein de l'établissement. Vous ne faites pas partie de la vie scolaire, vous ne faites pas partie du personnel administratif, donc vous n'avez pas de tâches administratives à effectuer
ni de tâches de ménage, ni etc. Voilà, ça ne fait pas partie de votre contrat. Donc, c'est ça. Et la note de service dit que quand l'élève est absent pour une raison parce qu'il est malade, par exemple, ça ne nous empêche pas d'assister quand même au cours pour pouvoir prendre les notes, le cours où vous deviez aller. Comme ça, vous prenez les notes à sa place. Ça vous permet après de pouvoir accompagner l'élève sur le cours qu'il a manqué. Voilà, ça peut être une solution. Il ne faut pas que l'absence de l'élève, effectivement, dure. Voilà. S'il est absent parce qu'il est en stage, et ben c'est sur ces temps-là qu'on peut effectuer les autres missions, justement, accompagner, par exemple, des élèves sur des CCF, etc. Le tout est de calculer, en fait, le temps où l'élève est absent sur l'année, en fait, et d'essayer de compenser le temps où il est absent sur d'autres semaines. Hein. On annualise en fait le temps de travail. Et en aucun cas, comme tu le signalais, si l'élève est absent, l'AVS a à se rendre au domicile de l'élève pour ça, c'est pas autorisé, c'est pas de toute façon, ça fait pas partie des missions pour le coup. Non, et puis en plus, elles ne seront pas couvertes s'il arrive quoi que ce soit. Voilà, vous n'êtes pas couverte ni sur le trajet de chez vous, alors que par rapport à votre contrat de travail, si vous arrivez un accident, par exemple, sur le trajet de chez vous au lycée, vous êtes couvert. C'est considéré comme un accident du travail. Si vous rendez chez l'élève, ce n'est pas un accident du travail. Et voilà. Et puis de toute façon, non, c'est absolument interdit. Alors ensuite, on a une remarque question de Pascal. Elle regrette que les notifications MDPH à partir de septembre ne soient pas mises en place. Alors elle signale peut-être pour des questions budgétaires certainement, surtout quand il s'agit d'élèves déjà suivis. Elle a un élève qui n'écrit pas et durant le mois de septembre, il a dû être aidé par un autre élève pour la prise de cours. Oui, mais je comprends pas. À partir du moment où les notifications, elles arrivent dans les établissements, elles doivent être mises en œuvre quasi tout de suite. Donc, Alors, Damien dit dans la foulée, généralement, il y a une continuité des droits en attente de la nouvelle notification MDPH. Il existe déjà un accompagnement. Donc, ça veut dire qu'il y aurait eu un problème à la rentrée, un document qui n'a pas été transmis dans les temps. Oui, sans doute, parce que là, logiquement, s'il y a une continuité des droits et du coup, l'accompagnement a dû être mis en place dès septembre, à moins qu'ils aient eu du mal à recruter l'AVS, mais voilà. Sinon, alors, du coup, il y a Mylène qui a réagi aussi sur le sujet en disant qu'en attendant la notification, l'établissement a la possibilité d'effectuer un plan d'accompagnement personnalisé en interne et il peut avoir droit à des photocopies, par exemple. Oui, alors, voilà, la consigne, en fait, au niveau du ministère, c'est si il y a effectivement il y a eu un accompagnement antérieur, avec une notification, avec accompagnement avec AVS qui se finit, par exemple, en juin de l'année scolaire précédente, et que la notification pour la période suivante n'est pas encore arrivée, on se laisse quand même jusqu'à Noël, c'est-à-dire qu'on poursuit la notification antérieure jusqu'à Noël, en attendant que la nouvelle notification tombe, en espérant qu'elle arrive. Voilà, parce qu'il y a des délais de traitement dans les MDPH qui sont assez énormes, mais on ne rompt pas la continuité de l'accompagnement. Donc, à savoir, si vous avez des jeunes où vous êtes en attente du renouvellement de notification d'AVS, vous pouvez quand même mettre en œuvre cet accompagnement par l'AVS en attendant la notification, pour éviter les ruptures d'accompagnement. Ensuite, il y a une remarque de Pierre qui dit que bien souvent, la quotité des AVSM est limitée à 6 heures. Alors, non. Non. En fait, les AESM, l'accompagnement, la quotité horaire doit être vraiment quelque chose qui doit être discuté en équipe. Donc, ce qui se fait souvent, c'est qu'en fait, on se base sur le GVASCO antérieur. On regarde sur le GVASCO antérieur le temps d'accompagnement qu'avait l'élève. Et puis, à la rentrée, comme on ne connaît pas l'élève, on remet ce temps d'accompagnement. S'il avait eu 6 heures antérieurement, on lui remet les 6 heures. Voilà. Et puis, on se laisse aussi jusque les vacances les vacances de Toussaint pour voir un peu quels sont les besoins de l'élève, comment il réagit, et puis de réajuster un peu cet accompagnement. Et à ce moment-là, on peut faire un avenant au contrat de travail pour éventuellement mettre un peu plus d'heures si on sent que l'élève a besoin de plus d'heures. Voilà. Mais c'est un travail de concertation qui doit se faire en équipe.
en collaboration, enfin sous couvert du chef d'établissement, puisque c'est lui qui fait les contrats, mais voilà, mais il n'y a pas de forfait en fait. Le forfait n'est de 6 heures, alors suivant les régions, j'entends des trucs voilà, bah nous c'est 8 heures. Non, il n'y a pas de forfait, c'est vraiment en fonction des besoins de l'élève. Donc c'est vraiment à réfléchir en équipe pédagogique, en concertation. Très bien. Une question de Stécie. Est-il possible que l'AVS participe au conseil de classe, mais sur la base du volontariat, et que ces heures, du coup, ne soient pas quantifiées? Bah, ce serait un peu vache, non? Enfin, je sais pas, non? Pourquoi alors, Il quelle n'y a pas de partie? raison. Ça fait partie de Ça fait partie de son temps de travail. Moi, je ne ton vois pas travail. pourquoi ce serait pas. Voilà. Elle a un petit carnet de bord et met conseil de classe. J'y suis allée un quart d'heure, mais non, non, c'est du temps de travail. Ça doit être quantifié comme du temps de travail. Les AVS, elles n'ont déjà pas des salaires phénoménaux. Si en plus, il faut qu'elles fassent du bénévolat, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le principe. Damien a spécifié qu'il allait faire remonter la difficulté de quotité sur les AVS mutualisés. Une question de Nathalie. Un enseignant peut-il refuser l'AVS dans sa classe? Absolument pas. À partir du moment où, en équipe pédagogique, au niveau de la concertation, on a pris la décision que l'AVS devait intervenir sur telle ou telle séquence de formation, l'enseignant concerné n'a pas le droit de refuser la présence de l'AVS dans sa classe, à moins d'avoir un motif justifié qui tiendrait à la personnalité, par exemple, de l'AVS. Mais dans ce cas-là, il faut que si c'est l'AVS qui pose un problème par son comportement, c'est au chef d'établissement de la convoquer et de lui expliquer que voilà, il y a une attitude à avoir et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en classe quand on est AVS. Mais sinon, non, un enseignant ne peut pas refuser la présence d'une AVS dans sa classe. Très bien, ça le mérite d'être clair. Et enfin, une question de Mylène, donc, qui nous dit tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait s'occuper d'un autre élève autre que le sien pour un accompagnement sur le temps de cantine, par exemple. Comment cela doit-il être stipulé? Est-ce que c'est dans le contrat? Est-ce que ça va être du temps en plus? Et est-ce que l'élève doit avoir une notification dans ce cas-là? Alors, on peut s'occuper d'un autre élève que le sien sur un temps autre que voilà, à condition que justement l'élève dont on doit s'occuper, on n'a pas besoin de s'en occuper pour une raison X ou Y, soit il n'est pas là, il est en stage, soit il n'a pas besoin sur ce temps-là. En fait, voilà, c'est des suggestions d'autres activités possibles, voilà, mais à condition que ça n'empiète pas sur l'accompagnement fait avec l'autre élève. Et de toute façon, c'est quantifié, c'est du temps de travail, donc c'est quantifié. Ça fait partie des autres activités qui doivent être mises sur votre contrat. Dans votre contrat de travail, on doit spécifier pour quel type d'activité vous êtes embauché. Donc, ça, vous êtes embauché pour accompagner tel ou tel élève, etc. Et pour autre activité en lien avec la mise en œuvre d'une politique éducative au sein de l'établissement. Mais voilà, mais c'est quand votre élève n'est pas là. Il y a une autre question. Si l'AVS n'arrive pas à créer un lien avec son élève, est-ce qu'elle peut demander à changer d'élève? Si J'ai presque envie de dire, est-ce que la réciproque est vraie ou pas? C'est ça. Mais si c'est possible, oui. Mais voilà, ça va dépendre de votre situation en fait. Si vous êtes plusieurs AVS dans un établissement et qu'il y a plusieurs élèves accompagnés, effectivement, quand ça accroche pas avec un élève et quand vous n'arrivez pas à avoir de relation avec lui, quand voilà, on peut effectivement penser à switcher avec un autre AVS. Il y a une autre solution aussi, c'est que quand vous êtes plusieurs AVS dans un établissement, et qu'il y a plusieurs élèves accompagnés, on peut aussi envisager que une AVS n'accompagnera pas toujours le même élève, c'est-à-dire qu'un élève puisse être accompagné par plusieurs AVS pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a des AVS qui se sentent mieux, par exemple, sur les matières professionnelles, il y a des AVS qui se sentent mieux, par exemple, sur les matières un peu scientifiques, il y a des AVS qui se sentent mieux sur des matières un peu littéraires, donc on peut imaginer un accompagnement fait par plusieurs AVS, ce qui permet aussi de temporiser ce genre de choses. Quand ça accroche pas peut-être avec un, ça peut accrocher avec un autre. Et du coup, les AVS peuvent discuter entre eux pour voir un peu comment
ils accompagnent le jeune et comment ils arrivent à mettre de la relation avec lui. Ça peut aider voilà. Et puis surtout, ça participe aussi à l'autonomie du jeune parce qu'il n'aura pas l'habitude de travailler toujours avec la même personne, mais il va travailler avec 2, 3 personnes différentes. Et du coup, ça va l'obliger justement à aussi se prendre en charge, à aussi verbaliser ses difficultés, à prendre conscience de ses difficultés et à guider aussi le travail de son AVS. Donc, ça favorise son autonomie. Alors, du coup, suite à cette question, ça en a généré une autre de Catherine. Est-il justement judicieux de garder un élève d'une année sur l'autre, d'après toi? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes qui auront besoin de toujours la même personne parce qu'ils ont des soucis relationnels, par exemple, qui sont tellement importants que de changer d'accompagnant, ça va les perturber et que du coup, ils peuvent rentrer en crise ou des choses comme ça, ou se bloquer complètement. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du profil du jeune, de ses difficultés. Mais moi, je pense que c'est bien de changer. De manière générale, hein, sur des gamins qui ont des troubles, vraiment des troubles des apprentissages, par exemple, qui ne nécessitent pas forcément une habituation à la personne, de changer d'AVS, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. C'est quelque chose que tu conseilles, finalement. Ouais, moi, je conseille. Ouais. Ça participe à leur autonomie. Bon, après, c'est un conseil, hein, donc ça n'engage que moi. Ça n'engage que toi. Ouais. Mais je trouve que ça participe à l'autonomie du jeune. Ça l'oblige à prendre en main aussi un peu sa formation. Ça évite aussi d'arriver avec des situations où justement l'AVS et le jeune ils deviennent trop fusionnels et du coup ça va créer de la confusion et puis ça va quelque part empêcher le jeune d'aller vers l'autonomie. Voilà. Alors cette fois nous arrivons au bout des questions. Merci beaucoup parce que ça a été très fourni et le document de présentation était très dense, mais les questions l'étaient tout autant. Donc, merci à tous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour aborder le thème de la médiation au sein des établissements. Et la semaine suivante, nous aborderons avec une partie de l'équipe du réseau Tisseur le numérique éducatif. Donc Laure, je te remercie bien sincèrement de ta participation. C'était une nouvelle fois très intéressant. Merci aussi beaucoup à Damien qui, malgré ses problèmes de connexion, a été bien actif dans le chat. Vous avez pu vous en rendre compte. Donc merci Damien, je sais que tu nous entends et que tu nous vois. Et puis je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine. Très belle soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde.